Bonsoir à toutes et tous, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Merci de votre fidélité et bonsoir à cette étincelante assemblée. L'actualité internationale, c'est les critiques plus que vives exprimées par Donald Trump à l'encontre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ces 2 derniers jours, 3 mois et demi après l'opération militaire conjointe contre le guide suprême iranien et ses proches. Au cœur des tensions, le Liban et les frappes israéliennes contre le Hezbollah. We have a little dispute over Lebanon. I say you can do a little softer touch, Bibi. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah. But it's been an amazing partnership. But he will say, we're the big partner and he's the very small partner, and that's true. Le protocole d'accord ratifié hier soir entre les États-Unis et l'Iran, est-ce le pire cauchemar pour l'État hébreu? Entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou, le divorce est-il consommé ou les 2 hommes restent-ils alignés, quoi qu'il en soit, sur l'essentiel? On en débattra avant de vous retrouver en fin d'émission, Marie Bonisseau et Xavier Mauduit. À propos de Calder, Elisabeth, l'artiste des mobiles et des stabiles, qui est mort il y a 50 ans. Et il y a 100 ans, en 1926, il commençait à créer son œuvre emblématique, une folie, son cirque. Elisabeth, nous partons sous le chapiteau de Calder. Vous allez être Madame Loyal. Ah, je veux bien. Et vous, Marie? Une sombre histoire de cartel de fabricants de glace au Japon. Scandale national pour entamer cet été caniculaire. Oui, ça promet, on en parle tout à l'heure. Et pour commencer, les ados français, vous le savez, vont mal entre déprime, mélancolie, pulsion suicidaire, autoscarification, sans parler de l'addiction aux réseaux sociaux. Pour en parler, on reçoit la docteure en psychopathologie et psychologue pour enfants et ados, Caroline Goldman. Elle leur a écrit et elle vient nous dire pourquoi. Caroline Goldman, bienvenue. Merci. On est content de vous recevoir, dites donc, depuis le temps. Je vous présente Anne Ndiaye et Benjamin Sportouche. Bonsoir. Voilà, on vous reçoit à l'occasion de la parution du 4e volume de vos recommandations. Alors, pourquoi chez Duno? Cette fois-ci, c'est pour les adolescents de 15 à 19 ans. Et alors là, évidemment, on s'interroge. On sait qu'on a lu les rapports du Centre national des lettres. Les adolescents lisent de moins en moins. 4 minutes de moins qu'en 2022. Vous pensez qu'ils vont se jeter sur ça? Ils lisent 19 minutes par jour, les ados. Je préconise de les attacher à une chaise et de leur infliger cette lecture. De les bâillonner. C'est ce que fait avec mes ados. Formidable, quel bon démarrage. Votre portrait, il va être idéal par Gaël Legras, Caroline Goldman. Caroline Goldman, vous êtes docteur en psychopathologie clinique et psychologue pour enfants et adolescents. Alors comment, dans les premières années de la vie, éviter l'installation de souffrances psychiques qui auront plus tard des conséquences sur soi et les autres? Pour répondre à cette question, vous avez le profil idéal. Vous naissez à Paris en 1975. Votre mère Catherine est psychologue, votre père s'appelle Jean-Jacques. Avec mon père et ma mère, on interprétait nos rêves au petit déjeuner, on interrogeait le fonctionnement psychique des uns et des autres en permanence. Au sortir de vos études de psycho, à l'âge de 30 ans, vous ouvrez votre cabinet libéral à Montrouge, au sud de la capitale. En 2008, vous soutenez une thèse intitulée « Enfants surdoués, génie ou folie ». Après plusieurs essais entre 2013 et 2019, vous publiez le best-seller « File dans ta chambre » en 2020. Vous vous en prenez aux partisans de l'éducation positive qui affirment que les punitions traumatisent les enfants. Selon vous, lorsqu'après une bêtise ou un comportement agressif, les explications ne suffisent plus, il convient de poser des limites en infligeant ce que vous appelez un time-out. Le time-out, c'est la mise à l'écart temporaire hors de l'espace commun lorsque l'enfant a compris la règle, c'est-à-dire qu'il sait très bien que ce qu'il fait est interdit. Depuis, vous avez rédigé une série d'éveils à la psychologie adressée à des tranches d'âge différentes. Pour que les ados s'épanouissent, vous leur préconisez notamment de prêter attention aux autres. Si vous dites à vos ados va t'occuper de faire les courses de la petite voisine de 85 ans qui n'arrive pas à se lever, moi je suis convaincue que ces ados le font et qu'ils en sont extrêmement heureux. Le 4e tome de cette série intitulée « Pourquoi ?» s'adresse aujourd'hui aux plus de 15 ans. Vous découpez votre livre en 10 leçons autour de l'inconscient, du bonheur ou encore de la folie. En 2023, vous déclariez « Ma jubilation, c'est l'éradication de la souffrance ». C'est vrai que vous avez le sens de la formule. Vous aviez dit aussi il y a quelques années, la vie doit être une joie, mais avec l'extincteur sur l'épaule.
Oui, c'est un papa qui a repris, qui a utilisé cette métaphore pour reprendre mes idées. Oui. Il m'a dit, en fait, votre conception de l'éducation, c'est de se promener au paradis avec nos enfants, mais avec notre extincteur sur l'épaule. Pas mal. Nos enfants vont mal, les ados vont très mal. Ça, c'est un constat évidemment que vous faites, puisque vous êtes bien placé pour le faire. Et qu'est-ce que vous pensez de leur recours, notamment, alors c'est aussi une addiction, aux réseaux sociaux, soit pour y trouver des gourous, des influenceurs qui vont leur expliquer comment aller mieux, ou peut-être même un miroir de leur mal-être? Alors d'abord, moi je ne diabolise pas du tout les écrans. Je trouve qu'il y a une façon très intéressante et fructueuse de les utiliser, de se distraire avec eux. Et j'ai l'impression que donc globalement, ce que je pense de l'écran, c'est que son impact sur le jeune sera révélateur de sa structure psychique par ailleurs. Donc c'est pas vraiment les réseaux sociaux et les écrans qui font du mal, à mon sens. Bien qu'on ne pâtirait pas de profiter d'une certaine législation un peu plus interdiction, structurée. peut-être. Oui, en tout cas, une morale, une éthique, un peu de filtrage, quoi. Mais surtout, j'ai l'impression qu'on est aussi, nous, un peu addicts. Donc, c'est pas vraiment un problème adolescent, cette attraction de l'écran, qu'on appelle le diable dans ma famille. Dans votre famille? Je ne vois pas qui est votre papa. Bref, c'est un autre sujet, Benjamin. Mais en vous lisant, on se dit que c'est quand même très dur d'être parent aujourd'hui, qu'on aime difficilement ou qu'on aime mal. Vous dites d'ailleurs, prouvez-leur votre amour parce qu'aimer ne suffit pas. Mais comment on prouve assez bien son amour à un enfant alors ? En étant présent, déjà, c'est vraiment non négligeable. Je vois parfois des parents qui me disent « mais je l'aime tant » et qui rentrent à 22h. Mais l'enfant se fiche qu'on l'aime si on ne lui prouve pas qu'on l'aime. Donc il faut être là. Ensuite, il faut tous les ingrédients qui favorisent le bonheur. Ça, c'est dans le tome 1, sous la forme d'une métaphore de gâteau. Voilà. Donc, il y a des ingrédients pour être heureux. La joie, l'amour, la tendresse, l'empathie, les limites éducatives, la visibilité sur les origines. Voilà. Il y a toutes sortes d'ingrédients qui permettent l'épanouissement. Alors, les limites éducatives, vous l'évoquiez en 2020 dans File dans ta chambre, qui est un livre qui a été un best-seller colossal. Vous exaltiez d'une certaine façon la notion de limite. Et puis, par contre, vous dénonciez l'éducation positive. Est-ce qu'on peut revenir sur une sorte de stigmate qui vous a été accolé, Caroline Goldman, réactionnaire? Écoutez, ça fait éclater de rire mes enfants, Oui. ça fait un peu pleurer mes patients, qui trouvent que c'est très injuste parce que ça ne me ressemble pas du tout. Bon, il y a besoin de plusieurs ingrédients pour être heureux. Donc, je trouve que l'époque est assez informée sur le besoin d'aimer et d'être présent et d'orloter les enfants. Elle a un peu perdu en conscience de l'importance de borner leur pulsionalité. Voilà, donc je me suis dit qu'il y avait un petit rôle à jouer dans la désinformation ambiante. Est-ce que le consentement et la notion de limite, ça ne va pas ensemble? Vous avez fait remarquer un jour que apprendre à dire non à un enfant, ça fait de l'enfant quelqu'un qui saura ce que veut dire non et qui sera donc ouvert, poreux à cette notion de consentement. Vous avez fait la réponse à votre question. C'est exactement ça. Comment imaginer que ça n'ait pas d'impact? Bien sûr, il faut que la parole de l'autre soit un peu tranchante lorsqu'elle protège l'enfant des propres risques pour son intégrité ou les autres, bien sûr. Notamment lié au consentement dans toutes les affaires d'agression ou d'abus sexuels. On va évoquer avec vous, Caroline Goldman, et avec Anna, des jeunes de plus en plus nombreux qui se tournent vers les robots conversationnels plutôt que vers les psys. Oui, près d'un jeune Européen sur deux, âgé entre 11 et 25 ans, déclare se confier à l'intelligence artificielle dès lors qu'il est en colère, triste ou stressé. C'est ce qui ressort d'une étude qui a été dévoilée le mois dernier. 64% des interrogés estiment même que l'IA est une conseillère de vie, 46% que c'est comme un psy. Elle ne se moque jamais, elle ne me juge pas, elle est disponible 24 heures sur 24 et elle est gratuite. Voilà les arguments qu'avancent régulièrement ces jeunes. Le problème, c'est que si vous avez déjà fait l'expérience de dialoguer avec un chatbot, vous savez qu'il va toujours dans votre sens. Et c'est d'ailleurs ce que dénonce une psychiatre qui est spécialisée en intelligence artificielle. L'IA n'a pas d'empathie, elle imite l'empathie, elle ne comprend pas. Elle calcule. Est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle, c'est le psy du 21e siècle? Est-ce qu'elle pourrait vous remplacer? Oui, ça m'évoque beaucoup d'idées. D'abord, l'IA, effectivement, a des réponses plutôt justes. Je l'ai évidemment expérimenté moi-même. Elle a du bon sens. Elle ne dit pas les énormités
que certains parents sont capables d'offrir et que certains psys parfois offrent également. Donc déjà, elle évite le pire bien souvent, bien qu'il y ait eu quelques faits divers quand même avec, je me rappelle, un jeune qui a été poussé au suicide. Voilà. Mais globalement, quand même, elle a du bon sens et je crois qu'il ne faut pas négliger la folie des interlocuteurs qu'ont certains ados, en fait. Donc, pour eux, c'est pas mal. Après, effectivement, sa limite, c'est l'amour, en fait, dont je défends les effets absolument fondamentaux sur la santé psychique et sur la réparation de la santé. Donc, effectivement, il n'y a pas d'amour, c'est la limite. Et ce qui se noue dans le lien dans un cabinet de thérapeute est absolument irremplaçable à ce titre, parce que pleurer ensemble, c'est éminemment réconfortant, par-delà les mots. Alors vous avez beaucoup d'empathie pour les enseignants, vous dites leur rôle est énorme aujourd'hui, en même temps vous dites la gangrène contemporaine, c'est la pression scolaire, il faut l'éradiquer. L'école fait mal aujourd'hui ? Il y en a plein des gangrènes contemporaines, ça en fait partie, dis donc. Disons. Pourquoi alors ? Parce que... la compétition, qu'est-ce qui est mauvais ? Il y a 1000 aspects, surtout les mutations dans les politiques de santé mentale, donc avec la fin de la psychopathologie et Il n'y a plus de psy dans les écoles. Il y a plus de psy dans les écoles. Suivi, oui, et puis dans les CMP, donc tout ce maillage là qui autrefois permettait la prévention en santé psychique ne fonctionne plus. Même quand il décompense à l'adolescence, il n'y a plus de lit d'hospitalisation. Donc ça, c'est une vraie réalité. Moi, je n'arrive pas à placer mes ados suicidaires, dépressifs, mélancoliques. Il n'y a vraiment pas de place, quoi. Donc on remet les enfants chez eux. Et puis pour revenir sur la question de l'école, en fait, le drame pour moi, c'est la disparition de la psychopathologie comme référentiel théorique. C'est-à-dire en fait, autrefois, quand un enfant, par exemple, était très agité et pleurait sur ses cahiers ou rendait des copies blanches, l'enseignant envoyait l'enfant chez le psy scolaire qui essayait de convoquer les parents, de voir comment ça allait. Si elle voyait qu'il y avait de la douleur, elle l'envoyait au CMP de la ville. Aujourd'hui, il n'y a plus toutes ces démarches de réajustement des liens intrafamiliaux et d'apaisement, comme ça, à la maison. Il n'y a que des neuropsychologues qui sont prescrits par les enseignants eux-mêmes, parce que c'est les indications du gouvernement, qui font des tests attentionnels. Ensuite, ils sont envoyés chez un pédiatre, un neuropédiatre ou un pédopsie qui n'a pas le temps et qui fait une prescription de Ritaline. Enfin, bon, en gros, c'est pas comme ça que ça devrait être fait, mais c'est ce qui se passe. Oui, et vous le déplorez. Et donc, voilà. Juste une dernière question. L'affaire du périscolaire, des agressions sexuelles dans le périscolaire a traumatisé beaucoup de familles, même qui ne sont pas concernées. Qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce que vous diriez à un enfant de 4 ans ou de 5 ans, avec les termes accessibles à un enfant de 4 ans ou de 5 ans, pour lui expliquer que son corps ne peut pas être touché ? Comment on en parle ? On peut en parler de manière calme, apaisée et non anxiogène pour l'avenir ? Oui, c'est tout le travail... Sans que l'enfant se dise qu'il y a que des prédateurs partout. Oui, c'est tout le travail de mise en forme très spécifique du psy, en fait. Nous, on sait parler aux enfants sans les effrayer, tout en les informant, de sorte à ce qu'ils gardent comme ça une certaine vigilance, quoi. J'en parle dans chacun de mes livres, de façon évolutive au fil des capacités d'entendement. Voilà. Et puis, il y a des aspects qu'on a envie de dévoiler à l'adolescence, qui sont plus techniques, j'allais dire. Voilà, et puis d'autres qui doivent rester quand même un peu en suspension pour ne pas effracter l'appareil psychique des enfants qui n'aura pas été confronté à ces réalités. Donc, j'en parle petit à petit. Il existe par ailleurs d'autres livres qui sont très bien faits pour... Sur le sujet. Voilà. En l'occurrence, on parle du vôtre, on parlait du vôtre. Pourquoi celui-ci destiné aux 15-19 ans, 15-18 non, c'est 15 ans et plus, et sans plus. Aucune limite. Même les vieux adolescents, allez savoir, il y en a, on en connaît quelques-uns. Tous les adultes qui sont passionnés par la psychologie. Le champ est large, chez Duno. Merci Caroline Goldman d'être venue dans 28 minutes. On va passer à notre débat sur la géopolitique du Moyen-Orient avec un Donald Trump en arbitre. Le protocole d'accord qui a été signé entre les États-Unis et l'Iran hier soir à Versailles, paraphé plutôt que signé, et dont se réjouit l'Iran, occasionne-t-il un dommage collatéral, la relation entre Trump et Benyamin Netanyahou? Qu'en est-il d'ailleurs du soutien à l'État hébreu du côté de la société civile américaine et du côté des partis politiques? On en débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Une signature sur un coin de table au château de Versailles hier soir. Donald Trump a paraphé le protocole d'accord de paix avec l'Iran.
Le texte, signé également à distance par le président iranien, prévoit la cessation des hostilités, y compris contre le Hezbollah au Liban. Un accord conclu en l'absence d'un des principaux protagonistes, Benyamin Netanyahou. We did send a copy to Israel, by the way. They've been a good partner. Donald Trump tente par moments d'arrondir les angles, mais le G7 déviant a acté la détérioration des relations d'amitié entre le président américain et le Premier ministre israélien. Without the United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. Sauf que Benyamin Netanyahou n'a pas l'intention de se plier aux exigences de Téhéran et de Washington. Nous avons établi des zones de sécurité étendues autour de l'État d'Israël. Nous y resterons aussi longtemps qu'il le faudra pour protéger notre pays. Et pourtant, le 28 février dernier, lors du déclenchement des frappes israélo-américaines pour faire tomber le régime des Mollahs, le Premier ministre israélien et son allié américain se montraient très optimistes. We projected 4 to 5 weeks. It's going to be a short-term excursion. 4 mois plus tard, la riposte iranienne à coups de missiles dans tout le golfe Persique, la fermeture du détroit d'Ormuz et la flambée du prix du pétrole ont eu raison de la détermination de Donald Trump, d'autant que les élections de mi-mandat approchent. Alors pourquoi les intérêts américains et israéliens divergent-ils ? Le divorce entre Benyamin Netanyahou, qui se targuait de chuchoter à l'oreille du président, et Donald Trump, est-il inéluctable ? On verra ce qu'en pensent nos trois invités. Romuald Siora, bonsoir, directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis pour l'IRIS. Dernier ouvrage America, une BD, America, une histoire graphique des États-Unis, je la signale. Et selon vous, Romuald Siora, depuis plusieurs semaines, Donald Trump cherche un bout de papier pour sortir du guêpier iranien dans lequel il s'est jeté. Il opère donc un lâchage très clair d'Israël. Mais vous ne pensez pas que Netanyahou laisse tomber son combat contre le Hezbollah? À côté de vous, Frédéric Ancel, docteur en géopolitique, enseignant à Sciences Po Paris. Bonsoir. Dernier essai, la guerre mondiale n'aura pas lieu, les raisons géopolitiques d'espérer. Vous considérez que s'il existe des tensions entre Trump et Netanyahou, Israël reste un allié stratégique pour les États-Unis. Tant qu'Israël apparaîtra comme un gendarme efficace au Moyen-Orient, Trump soutiendra l'État hébreu. Et à côté de vous, Patricia Lemonnier, bonsoir. Grand reporter, spécialiste des questions internationales. Dernier ouvrage géopolitique du Sahel. Selon vous, l'attachement à Israël dans la société américaine s'est dégradé au sein notamment des Républicains, du Parti des Républicains, surtout parmi les jeunes. Il y a un clivage générationnel. La flambée du prix du gallon d'essence n'arrange en plus pas les choses. Et on démarre avec le chiffre du jour, Benjamin. Oui, les États-Unis allouent chaque année 3,3 milliards de dollars d'aide militaire à Israël, en plus du demi-milliard accordé au titre de la coopération à sa défense aérienne. Entre 2013 et 2022, 69% des armes importées en Israël provenaient des États-Unis, qui récupèrent ainsi en marché une grande partie de l'aide allouée à l'État hébreu. Ça fait d'Israël, Frédéric Ancel, un vassal des Américains ou pas? Trump dit même c'est un partenaire secondaire. Alors un vassal, non, mais un obligé, oui. J'entends par là que sur le plan tactique, les Israéliens font à peu près ce qu'ils veulent. Pardon, mais depuis quelques jours, et depuis hier en particulier, le moins qu'on puisse dire est que Netanyahou poursuit son offensive au Sud-Liban. Et il la poursuit de manière extrêmement proactive. À maintes reprises, ces 40-50 dernières années, notamment depuis les accords de paix de Camp David de 1979, les Israéliens ont tactiquement, ici ou là, fait preuve d'une grande indépendance. Mais je parle quand même d'obligés, donc je mets une réserve, une nuance par rapport à ce que je dis, parce que sur le plan stratégique, les Israéliens, là pour le coup, en réfèrent aux Américains. Je veux dire par là, et je le dis d'un mot, si demain Netanyahou considère qu'il doit frapper à nouveau Téhéran, mais il ne le fera pas. Là pour le coup, il ne pourra pas le faire parce que les Américains mettront réellement leur veto. Quel que soit d'ailleurs le président au pouvoir à Washington. Ça a été vrai avec des présidents qui étaient moins favorables à Israël. Romuald Siora, vous diriez quoi, vous, un vassal ou un allié contraint? Un allié contraint. Je pense que ce que vient de dire Frédéric est très très juste. Israël a quand même fait preuve à plusieurs reprises au cours de son histoire, au cours des derniers mois et évidemment au cours des derniers jours, d'un certain esprit d'indépendance. Israël n'est pas tenu en laisse, n'est pas muselé. Ce n'est pas un proxy des États-Unis comme j'ai pu l'entendre ici. C'est-à-dire un satellite. Exactement. Ici ou là, c'est un allié obligé. Patricia Lemonnier. Moi, je dirais, je serais un peu divergente par rapport à ce qui vient d'être dit. Je pense que Israël, le socle de sa sécurité, c'est effectivement l'Amérique.
elle ne peut pas se séparer de ce socle de sécurité. Mais aujourd'hui, Benyamin Netanyahou est face à un choix difficile à faire. Et là, il est dans l'hésitation. Soit il se concentre sur la sécurité de son pays et ça devient sa ligne directrice. Et donc, dans ce cas-là, il va dans le sens que vous avez dit. Soit il se concentre sur la sécurité de son pays et donc, finalement, il abandonne finalement ce qui était sa stratégie de départ. Et soit, ou au contraire, il se concentre que sur sa survie politique. Et sa survie politique passe par la confrontation, effectivement, et la poursuite de la confrontation avec le Liban. Donc, option 1, il peut se replier. Option 2, il continue le Liban. Frédéric Ancel, quand Donald Trump dit « sans moi, il n'y aurait pas d'Israël », on connaît l'hubris trumpien, mais est-ce qu'il y a de manière sous-jacente une menace ou est-ce que ce n'est qu'une rodomontade ? Non, je pense qu'on a affaire à une énième bouffonnerie, puisque sans Trump, Israël existerait, serait très fort, peut-être même encore plus puissant. En revanche, alors sans les États-Unis, notamment en 1947, 48, 49, oui peut-être, mais alors là on est sur des débats d'historiens, mais ça c'est assez vraisemblable. Mais je pense qu'il n'a jamais rien lu sur cette période. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, on a eu sur la longue histoire des relations israélo-américaines un certain nombre de bisbis, parfois très importants, des présidents américains qui ont tensé Israël, qui ont grogné contre Israël, qui ont menacé bien plus que ce que pourrait subodorer Trump en disant ça. Ronald Reagan, pensez à Reagan, non, moi je pense à Bush père, en 91, qui avait sur le mentor de Netanyahou d'ailleurs, c'est-à-dire sur la tête de Yitzhak Shamir, qui était un Premier ministre très nationaliste, il avait agité l'épée de Damoclès de 10 milliards de garanties bancaires, mais je pense notamment aussi à Eisenhower en 56 avec Suez, ça ne nous rajeunit pas, et s'il vous plaît, 1948, décembre 48, déjà, Harry Truman, qui pourtant était très favorable à Israël, grogne contre David Ben-Gourion parce que les soldats israéliens investissent le Sinaï. Donc, si vous voulez, mais il n'y a jamais eu, en dépit de ces bisbis, de rupture stratégique entre les deux pays, et même pas avec Barack Obama. Alors l'opposition israélienne est très critique à l'égard de Netanyahou et de ses relations avec Trump actuel. Écoutez son leader Yair Lapid, il est chef de l'opposition à la Knesset. Netanyahou הבטיח לנו ניצחון היסטורי וקיבלנו משבר עם האמריקאים. התסריט לא התממש. הוא איבד את האמון שלהם באמצע המלחמה. תראו את ההודעה של טראמפ אתמול על ההפצצה בדחיה. זה לא דיון בין מדינות עצמאיות. זה מפקד שנוזף בסמל המחלקה שלו. Si jamais il y a une alternance, puisqu'il va y avoir des élections fin octobre en Israël, est-ce que l'opposition peut se rabibocher assez rapidement avec Trump ou pas? Là, je pense en tout cas toute la campagne va se faire sur la sécurité au nord d'Israël. Et donc sur la relation avec les États-Unis? Et donc sur, justement, la capacité à Israël à être indépendante des États-Unis. C'est plutôt ça. L'opposition accuse effectivement le Premier ministre israélien d'être un vassal d'Israël et de sacrifier la souveraineté d'Israël à l'amitié américaine qui est donc la signature avec le respect du pacte, du protocole d'accord, on l'appellera comme on veut, avec l'Iran. Donc Benyamin Netanyahou, par rapport à son opposition, est en grande difficulté et les Israéliens dans leur ensemble, j'en finis par là, les Israéliens dans leur ensemble sont sensibles au discours tenu par l'opposition. En même temps, l'attitude de Trump, on le connaît, il peut se rabibocher aussi vite qu'il s'est brouillé avec lui, non? On le connaît? Oui, bien sûr, mais je suis quand même un peu plus inquiet que Frédéric concernant l'avenir des relations israélo-américaines. Et là, c'est l'Américain qui parle. Il y a quand même une bascule, une fracture nouvelle entre les deux pays qui est générationnelle. Vous parlez dans la société civile, l'opinion publique. Je travaille auprès d'universités américaines, Columbia notamment, et même au-delà des universités. Quand on voit l'opinion que la jeunesse américaine a aujourd'hui de l'État hébreu, une jeunesse parfois mal éduquée, pour qui la Shoah, l'Holocauste, fait partie de l'histoire, ne la concerne pas plus que vous et moi, Jeanne d'Arc, et donc voit en Israël un pays dangereux. Il faut vérifier les chiffres, mais c'est entre 60 et 70. Entre 60 et 70% des jeunes Américains considèrent Israël comme un pays plus dangereux que l'Iran, qui est quand même un pays terroriste. Et pourquoi Trump, je terminerai là-dessus, pourquoi Trump a-t-il lâché sur ce coup-ci Netanyahou sans aucun remords?
3 raisons. D'abord parce que Trump en a marre d'être moqué tous les soirs à la télé en étant présenté comme la moqué marionnette dans des de Netanyahou, émissions, dans les late shows, late etc. night. Je peux vous assurer que c'est La incessant. marionnette de Netanyahou. Oui, et je comprends le pauvre homme. Donc ça, c'est déjà une chose. Deuxième chose, ça joue dans l'esprit de Trump, il n'aime pas trop les losers. Et pour lui, Netanyahou est en train de devenir un loser. Des élections qu'il devrait perdre, les cours et potentiellement la prison. Et pour conclure et pour terminer, le plus important, c'est ce dont nous venons de parler. Il n'y a pas que la jeunesse. Israël est plus impopulaire que jamais auprès de l'opinion publique américaine en général et aussi d'une grande partie de la communauté juive. Et ça joue sur Trump. Vous voulez une réaction avant qu'on regarde le sondage? Très rapide, juste en arrivant ici, j'ai constaté que le président américain venait de déclarer cet après-midi qu'il soutiendrait vraisemblablement lors des prochaines législatives israéliennes le candidat Benjamin Netanyahou. Donc en fait, on a affaire à quelqu'un d'une imprévisibilité totale. Donc je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure. Dans quelques semaines, au bout de ces fameux 60 jours, si les Iraniens se moquent des Américains, notamment sur le plan nucléaire, il est peu. Là, vous parlez du protocole d'accord. Mais pour revenir à la des Américains sur Israël, on regarde ce sondage-là, il est assez édifiant. Eh bien, ils sont aujourd'hui, les Américains, défavorables à 60% d'avis contre 37% favorables. Il y a eu une bascule incontestablement dans l'opinion américaine, Patricia Lémonière. Une bascule, que dirais-je, générationnelle. Essentiellement, on voit, si on ne prend que les républicains, parce que c'est finalement, les démocrates sont... La même bascule se remarque aussi chez les démocrates, parce que c'était l'amitié vis-à-vis d'Israël était bipartisane. C'est ça qui était très important aux États-Unis. Et là, cette bascule est effectivement, dans la génération, on dirait des 50 et 20 ans. Là, on voit qu'effectivement, même chez les républicains, on a 57% de cette tranche d'âge qui condamne pratiquement Israël. Et l'année dernière, c'était que 50%. Donc on voit effectivement que ce taux augmente. Et ce taux, on aurait pu penser qu'il augmente parce qu'il y avait eu la crise en Palestine, Gaza, les images qui avaient beaucoup agité effectivement les universités américaines et les campus. Eh bien non, ça se passe maintenant parce que dans les chaînes américaines, Gaza occupe beaucoup moins effectivement le devant de la scène. C'est la guerre en Iran. Et donc c'est la guerre en Iran, ses coûts et l'engagement américain qui est préjudiciable à Benjamin Netanyahou. Je vous propose qu'on regarde une archive qui remonte à mars 2015, quand Barack Obama s'apprêtait à signer le fameux accord sur le nucléaire avec l'Iran. Le Premier ministre israélien il est à Washington, il s'adresse au Congrès pour dire que ce président, Barack Obama, donc, a très mal négocié avec les Iraniens. If Iran's intercontinental ballistic missile program is not part of the deal, and so far, Iran refuses to even put it on the negotiating table. Well, Iran could have the means to deliver that nuclear arsenal to the far-reach corners of the earth, including to every part of the United States. So you see, my friends, this deal has two major concessions. One, leaving Iran with a vast nuclear program. And two, lifting the restrictions on that program in about a decade. That's why this deal is so bad. À l'époque, Netanyahou, à ce moment-là, s'en prend à Obama et mise tout sur les républicains. Oui, bien évidemment. Mais l'impopularité d'Israël touche également aujourd'hui les républicains. Et Frédéric et Patricia ont tout à fait raison lorsqu'ils parlent de Trump qui aujourd'hui dit cela sur Netanyahou, le soutiendra demain, le critiquera et l'insultera dans 3 jours, etc. Oui, moi c'est sur le plus long terme que je suis inquiet vraiment pour l'avenir des relations américano-israéliennes et surtout pour l'appréhension que les États-Unis peuvent avoir de l'État hébreu à un moment où la crédibilité américaine est en pleine déliquescence sur la scène internationale. Si on essaye de se projeter, difficile à dire, on n'a pas de boule de cristal, mais sur 10, 15, 20 ans, on peut imaginer une Amérique qui aura moins de velléité à se projeter dans le monde, peut-être économiquement moins puissante, et un Israël plus isolé. C'est ce qui m'inquiète. Et pour répondre à votre question, aujourd'hui, on voit une bonne partie des élus républicains qui critiquent ouvertement, non pas uniquement le Premier ministre israélien, mais l'État d'Israël. Certains qui commencent à remettre en question l'adhésion de l'Amérique au projet d'Israël, à la légitimité d'Israël. Et c'est ce qui m'inquiète beaucoup. Même les milieux conservateurs, aujourd'hui, critiquent beaucoup plus ouvertement l'État hébreu que ce que l'on a pu connaître auparavant. On va évoquer avec vous trois et avec Anna des figures alors emblématiques du clan MAGA, a priori, qui s'en prennent pourtant de manière extrêmement décomplexée à l'État hébreu.
Oui, c'est la guerre d'Israël, ce n'est pas la guerre des États-Unis, c'est ce qu'a déclaré Tucker Carlson, ancien journaliste de Fox News, désormais podcasteur aux plus de 17 millions d'abonnés sur X. Carlson, comme d'autres MAGA anti-interventionnistes, se sentent trahis par les promesses de Donald Trump qui l'ont fait élire, le No More Wars, le America's First. Et ils sont donc de plus en plus nombreux à dénoncer l'influence, vous l'avez dit, d'Israël et de Netanyahou, accusés de manipuler les États-Unis et d'abuser de son amitié. Joe Kent, qui est l'ancien directeur de la lutte contre le terrorisme de l'administration Trump et complotiste, a d'ailleurs démissionné de son poste au motif que cette guerre a été déclenchée sous la pression d'Israël et de son puissant lobby américain, une position qui est partagée par Nick Fuentes, figure d'extrême droite, qui s'est notamment fait connaître pour avoir exprimé sa sympathie envers Hitler et donc ses affinités nazies n'ont pas empêché le fameux Tucker Carlson de l'inviter il y a quelques mois dans son émission, dans une vidéo qui a fait plus de 6 millions de vues en moins de 24 heures. Fuentes a dénoncé, je cite, les juifs sionistes qui contrôlent l'appareil médiatique. Tucker Carlson, lui, a tenu à préciser dans ce même entretien qu'il détestait les sionistes chrétiens plus que quiconque sur Terre et qu'ils étaient une hérésie dangereuse au sein du christianisme et un virus cérébral. Alors Frédéric Ansel, Carlson, Fuentes, est-ce que ce sont des voix qui portent déjà au sein de la communauté MAGA, mais peut-être plus largement chez les Républicains, voire même jusqu'à Donald Trump? Eh bien oui. Parce qu'en 2015, on a vu l'archive tout à l'heure de Netanyahou qui s'adressait directement au Congrès en ayant contourné d'ailleurs de manière très peu polie Barack Obama. Mais à l'époque, dans les années 2000, encore 2010-2015, le Parti républicain est très marqué par les néoconservateurs d'une part et par les évangéliques d'autre part. Ce sont deux familles politiques, politico-religieuses, appelez-les comme vous voulez, favorables à Israël. Le Parti républicain d'aujourd'hui, il est dominé par MAGA. Et ce sont des gens qui n'ont jamais été favorables à Israël. Non seulement ils n'ont pas été, mais le trio de winners, là, de vainqueurs que vous venez de citer, avec raison d'ailleurs, ce sont des gens qui ont toujours été non seulement défavorables à Israël, mais qui sont totalement antisémites. Et de ce point de vue-là, je vous dirais que Trump n'a de toute façon jamais entretenu une proximité forte avec Israël. Et je vous donne juste un seul exemple que je rappelais lorsqu'il a été élu la première fois, lors de sa première campagne électorale, il en a fait 3 en tout, c'est quelqu'un qui parlait d'Israël de manière favorable, sauf que je pointais le fait qu'il n'avait jamais rien investi en Israël, alors même qu'en Arabie Saoudite et dans la plupart des autres pétromonarchies du Golfe, il investissait de manière systématique. Patricia, mais est-ce que si jamais il y a une alternance politique en Israël, ça peut rétablir l'image d'Israël aux États-Unis ou pas? Non, je crois que c'est un mouvement de fond qui est en train de se passer. C'est bien ça qui inquiète Israël. Il y a eu cet article, souvenez-vous, dévastateur du New York Times qui disait que Trump avait été totalement manipulé par Benjamin Netanyahou et c'est lui qui lui avait autorisé, qui avait permis que cette guerre finalement soit lancée, cette guerre américaine. Et l'administration aujourd'hui reflète, je crois, ce partage qu'il y a dans la société, entre une société tiraillée entre deux bords, parce qu'on voyait 2 exemples que je vais fournir aujourd'hui. Une partie des services de renseignement souhaite qu'Israël soit haussé comme menace principale vis-à-vis de la sécurité américaine, quand même par espionnage. Et une autre partie veut, dans l'agenda militaire, veut que les 2 armées fusionnent complètement. Ouais. On a ces 2 tendances au sein de l'administration. Sur le terrain, Romuald Assura, comment vous voyez les choses, que Netanyahou va continuer à défier Trump au Liban notamment, puisqu'on dit que c'est le point essentiel aujourd'hui qui les sépare? Je me permets juste brièvement de revenir sur ce que nous disions. Il y a autre chose également très inquiétant, c'est que l'accord, le préaccord, le bout de papier que Trump avait mendié pendant des semaines aux Iraniens et qu'il a finalement eu, est, comme vous le savez, ressenti comme une capitulation aux États-Unis. Et ce qui ne passe pas, surtout, c'est l'aspect financier. Les 300 milliards qui doivent être versés à l'Iran. D'investissement, les 12 milliards à la signature, enfin dans quelques temps, le détroit d'Ormuz avec une taxe. Les Américains sont peut-être incultes, mais quand même, ils ne sont pas totalement idiots. En principe, l'histoire nous a enseigné que dans une guerre, ce n'est pas les vaincus qui touchent de l'argent à la fin du conflit. Bref, et pour répondre clairement à votre question, je connais bien le Liban plus que l'État d'Israël. C'est un pays qui est encore une fois au bord de l'éclatement. Je crains que... Alors on peut comprendre aussi le Premier ministre israélien. Je ne partage pas du tout ses opinions, mais c'est aussi une guerre existentielle pour Israël.
Israël de lutter contre le Hezbollah. Mais voyons les choses telles qu'elles sont. Personne ne réussira à désarmer le Hezbollah sans une concertation internationale. L'armée libanaise par elle-même ne réussira pas. Il y aura à nouveau une crise ou une guerre civile. Donc je pense, pour répondre clairement à votre question, que oui, le Premier ministre israélien va encore continuer de déstabiliser le Hezbollah. Et continuer son bras de fer avec Trump. Et continuer pour ça son bras de fer, absolument. Il a créé 3 zones tampons, c'est ce qu'il dit, en Syrie, à Gaza et donc au Liban. Cela dit, à mon avis, ce qui intéresse vraiment Trump, ce qui était spectaculaire, c'est les bombardements sur Beyrouth. Franchement, quelques villages ici ou là, au sud Liban. D'abord, il ne sait pas où le situer sur une carte. Et franchement, Trump, ça ne l'intéresse pas. Et je pense qu'il ne renoncera pas à l'accord à cause du sud Liban. En revanche, Netanyahou, lui, il joue très très gros dans 4 mois, parce que non seulement il joue son pouvoir, mais il joue sans doute sa liberté. Bon, puisqu'il est toujours soumis à plusieurs procès, et donc des procès très importants. Et de ce point de vue-là, ce qui est intéressant, c'est que depuis maintenant un peu plus d'1 an et demi, 2 ans, mais j'affirme déjà depuis 3 ans, que cette coalition ne sera pas renouvelée, ne sera pas reconduite, cette coalition ultranationaliste. Mais le problème, c'est que maintenant, ça va plus loin. La plupart des enquêtes d'opinion ces dernières semaines, en Israël bien sûr, nous indique que même Netanyahou, sur sa personnalité, sur sa figure, sur son statut de candidat à la tête de Likoud, risque de ne pas l'emporter. Et pour cela, pour lutter contre cette perspective, il lui faut une victoire politico-militaire. Donc une fuite en avant. À tout prix. Donc c'est ça que vous dites. Je crains que Netanyahou soit dans l'esprit d'une fuite en avant à des fins personnelles. Et Patricia Lémonière, quand Trump dit que la Syrie ferait mieux qu'Israël pour éliminer le Hezbollah, est-ce qu'il est vraiment sérieux? Oui, il a fait un lapsus. Non, là, je ne sais pas si... C'est pour enfoncer Netanyahou en ce moment, pas forcément sur la durée. Je crois qu'il avait besoin d'avoir une idée et il l'a fait surgir. Non, ce n'est absolument pas sérieux. La Syrie est engluée dans ses soucis et ce n'est pas sérieux. Le problème de Netanyahou, c'est choisir mon avenir personnel, c'est-à-dire ma survie politique, donc le Liban, ou choisir l'avenir de mon pays, c'est-à-dire finalement suivre le protocole d'accord signé par Trump. Vous êtes d'accord, M. Soria? Oui, je suis d'accord. Une chose est certaine, c'est que Netanyahou joue sa survie politique, mais également judiciaire. S'il pouvait marquer quelques points sur le terrain et apparaître comme le héros d'Israël, non, je crains effectivement une fuite en avant de la part du Premier ministre israélien. Merci à tous les 3 d'être venus débattre. Ce fut clair et passionnant. Merci infiniment. On va rester dans l'actualité vue par Xavier Maudieu et Marie Bonisseau. On évoquera le centenaire du cirque d'Alexander Calder, cirque miniature absolument mirifique, fabriqué en fil de fer avec des matériaux de récup par le sculpteur américain et exposé pour la dernière fois en France jusqu'au mois d'août. Et au Japon, l'été sera caniculaire et les fabricants de glace, celles qu'on mange, sont sous haute surveillance, figurez-vous. Mais d'abord, le mot vedette du jour, Yuka. C'est le nom de l'appli qui met l'agroalimentaire précisément sous surveillance, c'est entendu. Notre projet à nous qui s'appelle Yuka, notamment de Yuka. On vérifie avec Yuka. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Yuka, nom commercial inspiré de Yucatan, un état du Mexique célèbre pour ses ruines mayas, désigne une appli qui entend renvoyer malbouffe et mal cosmétique à l'époque précolombienne en scannant le code-barre d'un produit pour en révéler les vices et vertus. Le 16 juin, Yuka a lancé une campagne pour éradiquer un affreux colorant. Ce triaryl méthane bleu mélangé à un autre colorant jaune donne sa couleur vert martien au sirop de menthe naturellement incolore. Obtenu par synthèse chimique à partir de dérivés de la pétrochimie, historiquement du goudron de houille, il est suspecté de contribuer à des troubles de l'attention, voire de présenter des risques pour le génome et les cellules. Fondée en 2017, Yuka n'en est pas à son premier grappling avec des empoisonneurs d'assiettes. Elle vient de gagner en appel contre le lobby de la charcute sous vide aux nitrites cancérogènes qui tentait de la museler. Par ailleurs, 78% des industriels du miam miam prennent désormais en compte sa notation dans la formulation de leurs produits. Yuka est une immense base de données qui renseigne 85 millions d'utilisateurs sur la composition de 3,6 millions d'aliments et 2,3 millions de cosmétiques. Même si Yuka est un business, par ailleurs rentable depuis 2023, construit sur le modèle freemium, où seule la version premium est payante, ses statuts français lui reconnaissent une mission d'intérêt général. Aux États-Unis, où le pain de mie contient 6,2 additifs en moyenne contre 2,3 en France, l'appli a été révérée par le ministre de la Santé.
Cet enfer agroalimentaire est désormais le premier marché de Yucca. Et depuis Brooklyn, sa cofondatrice poursuit la traque au nitrite et autres colorants verts. Une fille aux yeux revolver, plus que mentalo. Évidemment, vous avez échappé l'allusion, bien sûr. Bravo Thibault Nolte. Marie Bonisseau, Xavier Mauduit, lors de vos chroniques. Merveilleux, non? On va parler du centenaire de Calder, hein, formidable, et de la Fondation Louis Vuitton à Paris, dans le Bois de Boulogne, qui consacre une exposition à ce sculpteur Alexander Calder, artiste des mobiles et des stabiles, et à son cirque, majeur et miniature, avec des petits personnages et des figurines invraisemblables. Vous nous en parlez parce qu'il a 100 ans, le cirque. Oui, exactement. Première fois, 1926. C'est en 1926, après avoir abandonné ses études d'ingénieur, qu'Alexander Calder quitte New York et il arrive à Paris. Il a 25 ans, issu d'une famille d'artistes. Il s'installe dans la capitale culturelle du moment, Paris, Paris de l'entre-deux-guerres, Paris des années folles, où l'on croise des tas d'artistes, ceux du dadaïsme, du surréalisme, entre autres. Et Calder commence alors à faire son cirque. C'est un truc incroyable, un bricolage fantastique avec du fil de fer, des bouts de tissu, des bouchons, des bouts de bois qui, entre ses mains, se transforment en acrobate, en trapéziste, en animal féroce, en monsieur loyal. En fait, voilà ce qui se passe. Calder arrive quelque part, une galerie où j'ai des gens avec ses grosses valises comme ça, puis il ouvre et puis il sort ses bidules, ses machins, tout est en mouvement, il raconte. C'est un spectacle, c'est une performance. Et certaines pouvaient même durer jusqu'à 2 heures dans la joie et l'euphorie. Mais un truc de fou. Alors en 1961, vous avez un film qui a été réalisé où l'on voit Calder qui a alors 63 ans et qui retrouve ses gestes de jeunesse. C'est génial parce qu'entre-temps, il est devenu un artiste à la renommée internationale. Donc l'homme des mobiles, des stabiles, comme vos boucles d'oreilles Elisabeth, avec ici cette grande renommée de Calder qui meurt en 1976. Il a alors 50 ans. Et c'est un artiste qui interroge parce qu'avec son cirque, qu'est-ce qui différencie Calder du tonton un peu aviné, vous savez, en fin de banquet, du repas de famille qui prend un bouchon. Le fer, là, quand on tourne le bouchon de la bouteille de mousseux, qui fait un petit bonhomme, ça amuse les enfants. Qu'est-ce qui les différencie? Eh bien, c'est la démarche artistique. Parce que l'art de Calder, c'est d'avoir su rester gamin et de réaliser des choses qu'un enfant ne saurait faire. C'est quoi l'art? Alors, l'art pauvre, l'art brut, etc. L'art, c'est créer des émotions. Et en cela, la magie opère. Alors, c'est lui qu'a le dernier mot. Regardez. Ah. Man and wife. C'est drôle, c'est drôle. Très dur à faire. Mais bien sûr. Comment ça fonctionne. Et à la fin de sa vie, il avait 5 valises. L'enfant jubilant, donc exposition jusqu'au 16 août à la Fondation Vuitton. Et courez-y parce qu'on ne verra plus jamais le cirque Calder. Il va réintégrer le musée Whitney à New York et il n'en sortira plus jamais. Voilà. Alors, et Marie, on change de continent. C'est pour vous. Je vous l'offre. Merci. Et il est lourd. Hein. Il n'est pas mobile. Pas très mobile, le Catal. Marie, on part au Japon, on parle de glace. Allons-y. Oui, il y a une enquête en cours contre un possible cartel des glaces. 6 grandes marques japonaises qui se seraient alliées secrètement depuis des années pour gonfler ensemble les prix de leurs bâtonnets, leurs crèmes glacées. Alors, c'est le soupçon actuel de l'autorité de la concurrence japonaise. Et je peux vous dire que ça ne fait pas rire du tout. Les Japonais, beaucoup en parlent. Les perquisitions qui étaient mardi au siège des 6 entreprises sont passées aux 20h de la chaîne publique NHK parce que ça arrive au pire moment pour les citoyens qui ne rêvent que ça, que d'avoir une bonne glace bien froide. On est au début d'un été au Japon qui promet d'être absolument invivable à cause de la chaleur. On est aussi au début d'une pénurie de gaines de climatiseurs à cause de la crise au Moyen-Orient. Et on est en pleine poussée inflationniste, comme dans plein de pays en même temps. Bref, les Japonais l'ont très mauvaise. Pour le moment, on n'a pas d'infos sur les résultats des descentes de police de mardi, mais la presse croit savoir que les patrons se seraient fait des réunions secrètes, se seraient envoyé des emails, des courriels, pour coordonner leur calendrier des hausses de prix. Les journalistes de NHK ont notamment montré comment 2 glaces très populaires de 2 marques soi-disant concurrentes ont augmenté 4 fois pile en même temps entre 2022 et 2025. Alors oui, les matières premières augmentent drastiquement, donc tous les prix augmentent. Mais ces fabricants de glace auraient profité de cette excuse pour augmenter leurs marges encore plus et donc violer les lois antitrust du Japon.
D'ailleurs, j'ai retrouvé des vieilles publicités qui paraissent vraiment très bizarres aujourd'hui. Il y a une décennie, Akagi New-Gyo, c'est un des 6 fabricants qui est visé par l'enquête, avait lancé une campagne de com très applaudie dans le monde entier à l'époque pour son audace et son humour. On voyait tous les salariés s'incliner pour s'excuser de la hausse des prix de leurs glaces ultra populaires. Donc c'est des Gari-Gari-kun qui coûtent une bouchée de pain, les enfants japonais adorent, et ça a des goûts très bizarres comme spaghetti ou ragoût. J'ai pas voulu goûter. Bon, ces glaces, elles étaient passées à l'époque de 60 yens à 70. C'est rien, 8 petits centimes de hausse. Et à l'époque, tout le monde a trouvé ça absolument génial. La transparence, l'honnêteté légendaire des Japonais qui s'excusent pour 8 centimes d'augmentation. 2024, rebelote. Les glaces passent à 80 yens. On s'incline plus bas. Avait dit une nouvelle campagne de pub. Et ils ajoutaient, on a pris des photos où on s'incline encore plus bas jusqu'à terre en prévision des prochaines hausses. Alors à l'époque, c'était de l'humour. Ça sonne aujourd'hui comme un aveu prémonitoire. Cette semaine, les marques ne se sont pas inclinées, ne se sont pas excusées, mais elles ont promis de collaborer avec les enquêteurs. Ah, alors on s'incline devant vous, Marie, la directe. Merci, formidable. Et merci à tout le monde. Demain, 20h05, le club avec le patron, Renaud Dely. On se retrouve lundi. Tchuss.